Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2819 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 22 février avec des anniversaires comme d'habitude. Et on peut voir tout d'abord que Timothy Weah, l'ancien joueur de Lille, maintenant joueur de la Juventus Turin, fête aujourd'hui ses 24 ans. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier soir. Il y avait de la Ligue des Champions, les deux derniers huitièmes de finale aller de cette Champions League. On commence tout d'abord avec cette belle rencontre entre Naples, dernier champion d'Italie saison dernière, et le Barça, dernier champion d'Espagne saison dernière. Donc deux équipes comme en difficulté cette saison, et du coup ça s'est fini à un partout. Donc Lewandowski buteur à l'heure de jeu et Victor Osimhen a égalisé 15 minutes après. Donc voilà, en gros ça arrange aucune équipe, peut-être le Barça, encore un avantage parce que le Barça va recevoir au match retour bien sûr pour se qualifier pour l'écart, et certainement, parce que j'ai vu le match, certainement le Barça aurait dû gagner cette rencontre parce que le Barça a été bien meilleur que l'équipe de Naples. Mais le problème pour le Barça cette saison et pour ce match-là, c'est qu'ils ont beaucoup d'occasions mais ils n'ont pas de finition, et c'est ça le gros problème, trop de grosses occasions manquées. Et c'est vrai que regardez, les stats les gars ne mentent pas, 12 tirs, 6 tirs cadrés, un but marqué, eu 5 arrêts du gardien napolitain, alors que Naples les gars c'est seulement une frappe cadrée dans le match, 6 tirs, une frappe cadrée, ils ont marqué leur seule frappe cadrée. Et voilà, c'est vrai que le Barça aurait marqué toutes ces frappes cadrées, ça aurait fait 6-1 pour le Barça. Et du coup, on va dire, pas partage des points parce que c'est pas un match de championnat, mais voilà, tout se jouera pour le match retour, pour la qualif, pour les quarts de finale. Donc Naples s'en sort très bien, parce que Naples aurait certainement dû s'incliner lors de cette rencontre de Ligue des Champions. Et Xavi l'a dit, nous avons dominé et nous méritions de gagner. Ils ont marqué sur leur seule occasion qu'ils ont eu de tout le match. C'est vraiment dommage, c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, ça pardonne pas. Si tu as des occasions et tu ne les mets pas, tu peux te faire punir. C'était le cas hier. Bon, il n'y a pas eu défaite pour le Barça. Mais voilà, on n'était jamais à l'abri, bien sûr, d'un hold-up fait par l'équipe de Naples. Donc voilà, c'est dommage pour le FC Barcelone. Il a également dit, c'est comme ça depuis le début de la saison, que le Barça a beaucoup d'occasions lors des rencontres, mais n'arrive pas à concrétiser tout simplement ces occasions. Donc on n'a pas été efficace lors de cette rencontre. Araujo qui a fait un bon match en défense. Leur but a été très difficile à encaisser émotionnellement parce qu'en gros ils ont quasiment rien fait. L'équipe de Naples seulement 6 tirs, une frappe cadrée qui a fini au fond des filets. Lewandowski, c'est un mauvais résultat pour nous, mais il y a encore le match retour à Barcelone. J'espère que nous gagnerons. On verra, le match retour les gars, c'est dans 3 semaines, ça sera au stade Montjuic. On verra, mais c'est vrai que le Barça avec ce qu'ils ont montré hier, ça sent quand même, s'ils refont le même match chez eux, je pense que ça le fera pour le Barça, mais on verra maintenant, bien sûr, vu que ça sera le match retour. Et en parlant de Lewandowski, donc buteur et MVP, meilleur joueur de cette rencontre, félicitations à l'attaquant polonais. C'est un petit peu mieux là depuis 2-3 semaines, parce que depuis le début de saison il avait du mal, il marquait pas beaucoup de buts, mais là il a marqué hier, il a marqué je crois un doublé lors du dernier match de championnat, ça va bien mieux pour l'attaquant polonais. Donc il a reçu ce prix, mérité je trouve. Et Lewandowski nous a mis un but qu'il mettait souvent à l'époque du côté du Bayern, un passe D de Pedri et but de Lewandowski. Voilà, ça a fini, déjà ça a été cadré et ça a été un but, comme j'ai dit, qui marquait régulièrement à l'époque du côté du Bayern, qu'il a marqué quand même très peu cette saison du côté du Barça. Et Lewandowski marque le premier but à élimination directe de Barcelone en Ligue des Champions depuis 1078 jours. C'est vrai que ça datait les gars, la dernière fois que le Barça a marqué un but en match élimination directe de Ligue des Champions. Il faut remonter à 2021, donc il y a plus de 1000 jours, parce que les 2 dernières années, le Barça n'a pas atteint les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ils ont fini à chaque fois 3e de poule, donc du coup reversé en Europa League. Donc voilà, le dernier but qu'ils avaient mis, c'était Messi, déjà qui avait marqué ce but en match élimination directe, et c'était contre le Paris Saint-Germain. C'était en 2021, où le Barça avait fait nul au retour, et le PSG s'était imposé 4-1, on se souvient, au Camp Nou avec un triplé de Mbappé. Donc voilà. C'est vrai que ça datait. Enfin, Lewandowski a cassé cette série incroyable depuis 1000 jours sans marquer pour le Barça en match élimination directe de Champions League. Et Lewandowski avec son nouveau but, donc il monte son total à 93 buts inscrits en Ligue des Champions. Il est bien sûr le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, derrière bien sûr les deux monstres. Donc Ronaldo 140 buts, Léo Messi 129. Donc ces deux-là ça bouge plus parce que ne joue plus en Ligue des Champions européenne. Et Lewandowski donc 93. Donc Lewandowski, on pense peut-être qu'il a l'ambition d'atteindre, pourquoi pas, la barre des 100 buts inscrits en Ligue des Champions. N'oubliez pas que dans ce top 10, il y a seulement 2 joueurs qui peuvent encore mettre des buts, donc Lewandowski et Thomas Müller. Voilà, parce que tous les autres, soit ils sont en retraite ou soit ils ne jouent plus en Europe. Donc voilà, concernant ce classement, les 10 meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. À noter que Mbappé, les gars, 48, là, Tchitchenko, Mbappé est à 44. Donc il est aux portes, on va dire, du top 10 des meilleurs buteurs de la Champions League. Nous, on revient, les gars, sur Robert Lewandowski, donc 93 buts en Ligue des Champions. Et Lewandowski, 35 ans et 6 mois, devient le plus vieux buteur du Barça en Ligue des Champions. Il dépasse Messi, qui avait ce record du plus vieux buteur. Maintenant, c'est Lewandowski, le plus vieux buteur du côté du club Blaugrana. On
Continue bien sûr, toujours du côté du Barça. Et record les gars, 16 ans et 223 jours. Lamine Yamal est désormais le plus jeune joueur de l'histoire d'un match élimination directe de la Ligue des Champions. Donc là on parlait plutôt vieux. Lewandowski, là c'est le sens inverse. Là c'est le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions. Match élimination directe. Et c'est Lamine Yamal à seulement 16 ans et 223 jours. C'est quand même incroyable. C'est incroyable tout simplement ce joueur. Le Barça n'a plus gagné un match à l'extérieur en huitième de finale de Ligue des Champions depuis 2016. Là aussi, là ça date quand même. Depuis quasiment 8 ans, le Barça n'a pas réussi à s'imposer à l'extérieur lors d'un huitième de finale de Champions League. Côté napolitain, donc eux, c'est plutôt un bon résultat, même s'ils jouent à domicile, ils espéraient peut-être mieux, mais voilà, parce qu'ils auraient certainement pu perdre cette rencontre. Bref, et Giovanni Simone, il a dit, donc lui, il a été franc, le Barça méritait probablement de marquer un autre but, en gros, de gagner le match. Donc voilà, il s'en sort très très bien, cette équipe de Naples, et il s'en sort bien grâce à lui, grâce à Victor Osimhen qui joue peut-être, et je pense, ses derniers matchs du côté de Naples cette saison, parce qu'il devrait quitter cette équipe de Naples. J'espère qu'il arrivera du côté du PSG pour remplacer Kylian Mbappé, mais voilà, Victor Osimhen, ballon d'or africain, et c'est lui qui permet tout simplement Naples, voilà, on va dire d'avoir encore de l'espoir pour se qualifier pour les quarts de finale. Donc c'est vrai que pour ceux qui ont vu le match, vous savez, il y en a qui disent qu'il y a faute, il y en a qui disent qu'il n'y a pas faute sur Inigo Martinez. Pour moi, quand je parlais, pour moi, il n'y a pas faute, tout simplement, il l'a mangé, c'était un duel physique. Nico est tombé, puis voilà, du coup il a fini juste après Victor Osimhen, et ce but les gars, c'est vrai que c'est un but 100% africain de Naples face au Barça. Pourquoi? Parce que but de Victor Osimhen sur une passe D de Zambo Anguissa. On va parler de Kvaratskhelia, donc il a joué mais lui on l'a pas vu, donc il sort après 68 minutes de jeu. On n'a quasiment pas vu le Georgien du match. Bon, il a tenté 2-3 fois de passer en dribble, voilà, peut-être il a dribblé un joueur, mais juste après il a perdu le ballon. Ça a été un match très compliqué de Kvaratskhelia. N'oubliez pas qu'il est ciblé par le FC Barcelone pour le recruter l'été prochain. Donc voilà ce qu'il va dire sur ce Naples-Barça. Donc tout se jouera bien sûr lors du match retour pour la qualification. Et l'autre rencontre, Porto contre l'équipe de Arsenal. Donc on se dirigeait vers un 0-0. Pourquoi? Parce qu'à la 93e minute de jeu, il y avait toujours 0-0 et il y a eu un but à marquer. En toute fin de match, Galeno qui a marqué un sublime but à la 94e minute de jeu, et du coup Porto prend un petit avantage pour se qualifier pour les quarts de finale. Donc le match retour sur Arsenal, ça sera différent bien sûr pour les Gunners, parce que hier les Gunners n'ont pas existé. J'ai plutôt regardé Naples-Barça, mais voilà, d'après les stats à Naples, Arsenal n'a pas existé. Pourquoi? Parce que 7 tirs dans le match, 0 tir cadré. Ils n'ont pas fait la moindre frappe cadrée. Donc si tu cadres pas, tu ne peux pas marquer. Alors que l'équipe de Porto, bon aussi, voilà, 6 tirs, 2 tirs cadrés. C'est qu'il y a eu seulement 2 frappes cadrées dans le match. Heureusement que j'ai pas regardé ce match parce que je pense qu'il était plutôt en union. Il y a eu seulement 13 tirs dans le match. Voilà, des deux équipes cumulées, donc ça fait très peu. Et du coup, petite victoire de Porto, qui prend un petit avantage quand même pour se qualifier pour les quarts de finale. Et le buteur, c'est Galeno. Il nous a marqué un sublime but. Tiens, Declan Rice, les gars, c'est vrai qu'il aurait été un petit peu plus près du joueur Galeno. Peut-être il aurait contré, peut-être. Il n'y aurait pas eu ce but marqué. Il a marqué un sublime but, regardez, où c'est sur la photo là en haut, où il y a le rond, c'est là en gros où il tire. En gros, c'est pas parti en pleine lucarne, mais ça a lobé le gardien, on peut dire, et c'est parti dans le petit filet opposé. Du coup, sublime but bien sûr de Galeno qui a remporté le prix du meilleur joueur de la partie, parce que c'était compliqué à désigner un meilleur joueur de cette rencontre, parce que ça a été très fermé, et du coup vu qu'il a marqué l'unique but, c'est lui qui a reçu ce prix du meilleur joueur de la rencontre. C'est vrai que lui les gars, il est en train de réaliser une Ligue des Champions exceptionnelle. Galeno, 6 matchs, donc sur les 7 indisputés, il y a un match qu'il n'avait pas joué, bref, donc 5 buts et 3 passes D pour Galeno, sur une campagne de Champions League exceptionnelle pour l'instant, donc décisif sur 8 buts en 6 matchs, Galeno cette saison en Champions League. On va parler de Pepe, donc le défenseur portugais est devenu hier soir le joueur le plus âgé, 40 ans et 11 mois et 26 jours, tiens, dans quelques jours les gars, il va fêter ses 41 ans et il était titulaire, donc a joué un match de phase finale de Ligue des Champions. C'est un record, voilà, jamais un joueur aussi vieux avait joué un match en élimination directe de Ligue des Champions que Pepe. Donc voilà, bien sûr incroyable ce joueur. En plus il a joué, on peut se dire voilà, maintenant il est finito, pas du tout les gars, il a été exceptionnel, un véritable patron en défense aujourd'hui. Pepe a été impressionnant, donc il est vieux mais il fait encore des matchs exceptionnels, le défenseur Pepe. Et c'est vrai que si on compare, enfin pas en compare, si on peut comparer, mais regardez l'âge est différent. Donc lors des huitièmes de finale aller, donc voilà, l'un est devenu le plus vieux à disputer des phases finales de Ligue des Champions et l'autre le plus jeune, donc Pepe et Lamine Yamal qu'on parlait tout à l'heure. Regardez, il y a beaucoup d'écart d'âge entre ces deux-là, la nouvelle génération et bien sûr
l'expérience, tout ça, pépé. Et côté Gunners, 0 tir cadré pour Arsenal contre Porto. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, Arsenal, les gars, restait sur beaucoup, enfin, là, les derniers matchs en championnat, que des victoires, ils avaient tout gagné. 5 matchs, 5 victoires en Première Ligue en 2024. Et surtout, beaucoup de buts inscrits. Je crois que c'était plus de 20 buts marqués. Et là, ils n'ont pas fait la moindre frappe cadrée. Donc, alors qu'ils étaient quand même sur une série de 14 buts inscrits sur leurs 3 derniers matchs, ils n'ont pas fait la moindre frappe cadrée hier, les Gunners. C'était tout simplement trop compliqué. Bon, après, dans leur stade, ça va être bien sûr différent. Donc on verra parce que tout reste jouable. Vraiment là, c'est vraiment du 50-50. Même si je vois quand même Arsenal pour moi se qualifier. Je pense qu'ils vont remonter ce but qu'ils ont pris et même gagner le match et surtout se qualifier pour les quarts de finale. Et c'est qu'Arsenal a perdu ses 5 derniers matchs à élimination directe de Ligue des Champions. Bon, 1-0 contre Porto en 2017 parce que ça faisait longtemps, ça faisait plus de 7 ans qu'ils n'avaient pas joué un match élimination directe de Ligue des Champions Arsenal. Ça avait été contre le Bayern 5-1, 5-1, 3-1 contre le Barça et 2-0 contre le Barça. 5 défaites d'affilée en match élimination directe pour l'équipe des Gunners. Du coup, on connaît tous les résultats des matchs allés des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On a parlé de 2 rencontres hier. On a parlé sinon de tous les autres matchs qui ont été joués, quelques-uns avant-hier et les autres la semaine dernière. Donc voilà, ça a été quand même plutôt serré. Il n'y a plus d'énormes victoires parce que des fois en huitième, on a déjà vu des 5-6-0. Non, la plus grosse victoire, c'est peut-être des 2 buts d'écart. Le PSG sur la Real Sociedad et City sur Copenhague. Sinon, il y a seulement des victoires avec un but d'avance. La Lazio, Porto, l'Inter ou le Real Madrid. Il y a eu des matchs serrés. Voilà, PSV Dortmund ou par exemple, je sais pas, tiens, Naples-Barça. Donc voilà, c'est vraiment très indécis les gars concernant les matchs retour. Donc on peut voir les premières rencontres pour le match retour. Tiens, ça sera la Lazio Bayern le 5 mars et le PSG contre la Real Sociedad, ça sera le mardi 5 mars là dans 2 semaines. Voilà, 2 semaines, c'est déjà le retour de la Ligue des Champions. Concernant les meilleurs joueurs, qui va être élu meilleur joueur de cette semaine de Ligue des Champions, on a le choix entre Arnautovic, Galeno, Lewandowski et Verman. Voilà, donc je sais pas qui sera bien sûr l'heureux élu. On le saura là dans la journée. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur la Champions League aujourd'hui et aussi de la Coupe d'Europe. On est jeudi. Bon, il n'y a pas de Ligue des Champions le jeudi, mais c'est bien sûr de l'Europa League et c'est les 16e de finale retour. Et voici le gros programme du jour. Et surtout, il y a beaucoup de clubs français qui vont jouer aujourd'hui. Il y a l'équipe de Toulouse, l'équipe de Rennes, l'équipe de Lens et l'équipe de Marseille. Donc voici tout d'abord le programme pour ces matchs retour. Et on peut voir les équipes en forme parce que quand même dans ce top 10 des équipes en forme, là, de la 8e à la première position, il y a quand même 8 équipes qui restent invaincues sur leurs 5 derniers matchs. Donc voilà, toutes les équipes. Donc voilà, à voir bien sûr ce que ça va donner. Et concernant les horaires, parce que là je vais montrer, mais on peut pas voir les horaires. Donc 3 équipes françaises jouent à 18h45. Donc Lens à Fribourg, c'est à 18h45. Rennes reçoit l'AC Milan à 18h45 et Toulouse contre le Benfica 18h45. Et ce soir Marseille à 21h reçoit l'équipe du Shakhtar. Donc voilà, le gros programme bien sûr de l'Europa League. Et concernant l'OM, parce que c'est un club qu'on parle beaucoup actuellement, parce que déjà ils ont changé de coach là, il y a 3-4 jours après la défaite contre Brest. Et il y a un match hyper important parce que aussi il leur reste le championnat plus l'Europa League et voilà. L'Europa League, c'est encore l'espoir, bien sûr, pour Marseille, même si ça semble très compliqué de la remporter. Faire un beau parcours, pourquoi pas atteindre un quart, une demi, c'est jouable à Marseille. N'oubliez pas, il y a quelques années, elle va atteindre une finale d'Europa League, donc il faut battre cette équipe du Shakhtar. Il y a eu 2 partout au match aller. En plus, ils avaient pris le 2e but à la 93e minute de la rencontre. Ils avaient été très déçus. Et la une du journal Équipe aujourd'hui entre ici. Donc, nommé mardi, Jean-Louis Gasset va découvrir l'ambiance d'un stade Orange Vélodrome sous tension, en difficulté en Ligue 1 et tenu en échec à l'aller, 2 partout. L'OM a besoin de poursuivre son parcours européen pour se relancer, c'est vrai. C'est vrai que ce soir, une élimination, ça ferait vraiment mal. Il resterait plus que le championnat qui sera en plus, ils sont très loin. On a l'impression qu'ils jouent le maintien à Marseille. Donc elle va être longue, bien sûr, la fin de saison, c'est pas une qualification. Donc c'est pour ça que ce soir, il faut absolument s'imposer pour l'équipe de Marseille. Le nouveau trio à la tête de l'OM, donc Jean-Louis Gasset avec la casquette. On peut voir l'ancien coach de l'OM qui était venu par intérim, mais je crois qu'il est toujours du côté de Marseille. Je sais plus comment Abardonado, je crois qu'il s'appelle, et Printemps, celui qui est tout à droite. Donc voilà, nouveau trio. Bien sûr, du côté de Marseille, Jean-Louis Gasset est en conférence de presse sur une éventuelle séance de tir au but face au Shakhtar. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qui va se passer ce soir, s'il y a 2 partout, même 1 partout, maintenant le but à l'extérieur ne compte plus double. Et du coup, ça peut aller en prolongation, voire tir au but. Il a dit, j'ai beaucoup de choses à préparer, mais quand vous arrivez au bout de 120 minutes de jeu et qu'il faut tirer les pénaltys, ce n'est pas en regardant cet après-midi ou en décontracté et à vide, comme on dit. C'est comme à la pétanque, c'est pareil, il faut être en condition pour tirer les pénaltys, mais j'ai encore beaucoup de soucis avant les pénaltys. Mais voilà, il pense quand même à cette séance de tir au but. Bien sûr, c'est pas de la loterie pour Jean-Luc Gasset, il faut les préparer tout simplement. Ces pénaltys, si ce soir, bien sûr, ça se finit au tir au but,
Ça peut être le cas. Hein. Toujours avec Jean-Louis Gasset, donc face au Shakhtar. Ce soir, Jean-Louis Gasset pourrait se laisser tenter par un système en 3-5-2 ce soir du côté de l'OM. C'est le système que réclament les joueurs. Donc une partie du vestiaire de l'OM a été soulagée du départ de Gattuso. Certains joueurs auraient également réclamé son départ parce que ils voulaient lui Gattuso. Les gars, il avait seulement le 4-3-3 en tête. En 4-3-3, 4-3-3. Alors que du côté de Marseille, on lui disait souvent joue en 3-5-2 et du coup Jean-Louis Gasset, vu que les joueurs, vraiment, il a parlé aux joueurs, il leur a dit vraiment, eux, ils veulent ce système-là 3-5-2. Ce soir, ils devraient essayer le 3-5-2, tout simplement, Jean-Louis Gasset, pour cette rencontre. Samuel Guijo, qui était en conférence de presse, s'exprime sur le limogeage de Gattuso. Il a dit, on est très déçus, on est les premiers responsables de son licenciement, bien sûr, parce que lui, c'est le coach, mais c'est les joueurs qui faisaient n'importe quoi sur le terrain, et c'est à cause des joueurs, on va dire, que Gattuso a été licencié. Donc, quand on a Gattuso en coach, on se sent touché, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Dans le football, quand vous n'avez pas les résultats, donc ça devient très compliqué, et le premier fusible, c'est souvent le coach, malheureusement. C'est que le premier à sauter, c'est partout pareil, les gars, c'est l'entraîneur, le premier à faire les frais. Et ça a été le cas de Gattuso, bien sûr, il y a quelques jours avec son licenciement. Et Zlatan, tiens, les gars, sur le Jean-Louis Gasset à l'époque du PSG, parce que Jean-Louis Gasset, entraîneur de l'OM, à l'époque, il était adjoint de Laurent Blanc, du côté du PSG. Il a dit, Laurent Blanc imposait très peu de restrictions et il avait un très bon adjoint. Jean-Louis Gasset, un type vraiment fantastique. À deux, ils ont créé un jeu que j'ai rarement joué en club, qui m'a rappelé Barcelone. C'est Zlatan Ibrahimovic. Bon, il n'a pas dit ça aujourd'hui ou hier, mais il avait dit ça il y a déjà quelques années sur Jean-Louis Gasset, qu'à l'époque avec Laurent Blanc, ça fonctionnait très bien. Ça joue un peu comme le Barça, c'est ce que Zlatan a dit. Donc on verra si Marseille va jouer un peu comme le Barça pour le futur, si Jean-Louis Gasset bien sûr veut mettre cette philosophie du côté de l'OM. Et Marseille les gars, ce soir, je dis c'est au Vélodrome, même si c'est jeudi les gars, il y aura beaucoup de monde en pleine crise de résultats. Le Vélodrome a vendu plus de 62 000 billets, c'est énorme, parce qu'on aurait pu se dire vu que les résultats ne sont pas là c'est la crise, les supporters vont bouder le match, ils vont pas venir, pas du tout les gars, le match va être quasiment à guichet fermé, 62 000 places ont déjà été vendues, peut-être ce sera guichet fermé là dans la journée. Bref, un jeudi soir avec des résultats horribles, le public Marseille répond encore et toujours présent. Donc la ferveur bien sûr du côté de Marseille, on leur souhaite bonne chance. Il y a aussi Toulouse les gars contre le Benfica, Toulouse qui s'est incliné 2-1 au match aller, donc tout est jouable pour Toulouse. Et les gars, un but ça se remonte très rapidement, surtout à domicile. Ils ont en plus un peu de la confiance, ils ont battu Liverpool comme cette saison à domicile, ils peuvent faire tomber bien sûr actuellement le leader du Portugal, on verra. Donc gros match et soif d'exploit en une journée à l'équipe version Toulouse, donc battu dans les dernières minutes. C'est vrai que vous avez concédé en plus 2 pénaltys, dont un pénalty de Di Maria à la 98e minute du match, sinon ils auraient fait un partout. C'est vrai qu'il y a quand même de gros regrets. Donc les Toulousains sont persuadés d'avoir une bonne carte à jouer pour éliminer le leader du championnat portugais. C'est vrai que c'est jouable, il n'y a pas eu 4-0 au match aller où ça serait quasiment fini, non, là, il y a eu seulement un but d'avance. 2-1 à 0, c'est pratiquement pareil, il y a un but à remonter, ils peuvent le faire les gars Toulouse, donc on leur souhaite également bonne chance. Lens du côté de Fribourg, donc c'est à 18h45, donc il y a eu 0-0 match aller, donc les Lensois vont devoir faire un gros match. Fribourg qui a montré vraiment une belle image lors du match aller au Stade Bollard, donc cette fois-ci ça sera en Allemagne. Et concernant l'équipe la plus en difficulté, ça reste quand même l'équipe de Rennes. Après le 3-0 pris la semaine dernière, c'est très compliqué de remonter. Il y a eu 1-0 pour Milan, voire 2, ok, mais là 3-0, ça va être dur. Après, on sait pas. Et alors celle-là, les gars, elle est belle. Donc la préfecture d'Ille-et-Vilaine, donc avant le match Rennes-Milan de ce soir, donc il sera interdit d'afficher, de porter des insignes distinctifs et des écharpes aux couleurs du club italien. Interdiction de porter du rouge et noir à Rennes, donc alors que c'est précisément les couleurs du Stade Rennais. Donc parce qu'il y a un communiqué, en gros, que c'était interdit d'avoir les couleurs rouge et noir, parce que Milan, c'est leur couleur, et en gros, c'est les mêmes couleurs que couleurs de Rennes. Concernant ce communiqué est sorti par la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Voilà ce qu'à veut dire sur l'Europa League. On souhaite bonne chance bien sûr aux 4 clubs français. Il y a aussi de l'Europa Conference League, donc il n'y a pas de club français. N'oubliez pas qu'il y a une équipe toujours française engagée, c'est l'équipe de Lille, mais vu qu'ils ont fini premier, ils sont déjà en 8e, là c'est les 16e de finale retour. Donc voici le gros programme du jour avec quelques équipes invaincues, 4 équipes invaincues sur leurs 5 derniers matchs. Donc on parlera également de ces résultats demain. On continue les gars, on clôture la page Coupe d'Europe. Il y a aussi des matchs de championnat, et Liverpool jouait contre Luton Town. C'est un match de championnat hier soir et Liverpool s'est imposé 4-1. Donc à noter que Luton Town menait 1-0 à la mi-temps. Bon, après Liverpool les gars, à la mi-temps ils ont passé la deuxième et ça a été Van Dijk, Gakpo, Diaz et Harvey Elliott qui a marqué le dernier but, et du coup victoire logique de Liverpool, plus de 29 tirs, 13 tirs cadrés pour Liverpool. Il y a eu quand même 9 arrêts du gardien de Luton Town qui a fait un gros match.
malgré les 4 buts quand même encaissés. Donc voilà, Liverpool sans souci s'impose. Enfin, ils ont quand même eu peur à la mi-temps, mais ils perdaient 1-0, mais voilà, à la fin du compte, sans souci, s'impose 4-1, et comme j'ai dit, ils perdaient 1-0 à la mi-temps, puis après, ça a été le festival, 56e, 58e, on l'a déjà en 2 minutes de jeu. Voilà, ils étaient déjà revenus, déjà passé devant le Tonto, puis après c'était fini, hein. Et Van Dijk, qui a marqué le premier but, le but égalisateur, parce qu'il fallait bien que quelqu'un égalise contre le Tonto, ça a été Van Dijk, et 77 jours après son dernier but en championnat, Van Dijk marque ce soir pour Liverpool face à Luton en Première Ligue. En plus, j'ai dit un but très important, parce qu'ils étaient toujours menés à 54e minute de la rencontre, et c'est Van Dijk qui a égalisé. Gakpo également buteur, 11e but de la saison pour Cody Gakpo. Les stats du Néerlandais cette saison, toutes compétitions confondues, c'est 35 matchs, 11 buts et 5 passes D, vraiment belle saison de l'ancien joueur qui évoluait du côté de l'Ajax ou du PSV, je crois que c'était PSV, son ancien club. Buteur également, c'est Luis Diaz, a fait le bonheur de son papa qui était à Anfield. Ça fait plaisir de voir ces images de joie après des semaines compliquées dernièrement pour eux, surtout qu'on avait appris il y a quelques mois les gars que son papa avait été enlevé du côté de la Colombie, et du coup il a été libéré depuis bien sûr, et hier il était présent du côté du stade Anfield, puis il a vu son fils, et son fils a été buteur. On peut voir la joie bien sûr du père de Luis Diaz, et Luis Diaz avec son but, donc il vient d'atteindre la barre des 10 buts inscrits, et Liverpool est le premier club des 5 meilleures ligues européennes à avoir 5 joueurs atteignant plus de 10 buts dans toutes les compétitions, toutes compétitions confondues. Donc le premier c'est Salah, 19 buts, Jota 14 buts, Darwin Núñez 13 buts, Cody Gakpo 11 buts, et Diaz vient d'inscrire son 10e but, toute compétition confondue. Déjà 5 joueurs différents, plus de 10 buts. Donc voilà, c'est simple. En Europe, il y a seulement Liverpool qui a autant de joueurs avec plus de 10 buts inscrits. Que ce soit dans toutes les compétitions, on peut dire, confondues. Donc lui n'a pas marqué, mais il a fait un gros match, et auteur surtout de 2 passes décisives. C'est Alexis McAllister qui réalise un très gros match ce soir avec Liverpool. Donc l'Argentin est en grande forme actuellement. Donc bonne nouvelle, on peut dire, pour les Reds. Donc du coup, avec cette victoire, Liverpool reprend 4 points d'avance sur City. City s'est posé la veille, on sait, contre Brentford 1-0. Et du coup, Liverpool en a 62 points, Manchester City 56 et Arsenal 55. À noter que City et Arsenal ont un match en retard. Voilà, s'ils gagnent les deux, donc ils reviendront à 1 point pour City, à 2 points Arsenal sur l'équipe de Liverpool. On quitte l'Angleterre, direction les États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la première journée, surtout le match d'ouverture de cette nouvelle saison de MLS, et c'est l'Inter Miami de Léo Messi qui a ouvert le bal. Premier match, donc contre Real Salt Lake, et l'Inter Miami, qui a pourtant plutôt floppé en match de préparation, mais voilà, c'était des matchs amicaux, là c'était vraiment un match important, c'était un match officiel pour leur premier match pour cette nouvelle saison de MLS. Ils ont gagné 2-0. Donc Taylor et Gomez, les deux buteurs, donc Messi a joué, Alba, tout ça, Busquets, ils ont joué mais n'ont pas été buteurs, mais voilà, plus important, bien sûr, c'est la victoire pour l'Inter Miami, donc plus de 16 tirs, 9 tirs cadrés pour l'Inter Miami. Bon, j'ai pas vu le match, mais voilà, logiquement, ils se sont imposés. Donc voilà, il y avait Alba, je dis, il y a Busquets, il y a Messi et Suarez, parce qu'on peut voir les compos. Voilà, les compos de départ. Et concernant les deux, sur les joueurs ultra connus du côté de l'Inter Miami, donc Messi et Suarez n'ont pas marqué, mais les deux ont délivré 2 passes D. Il y a eu 2-0, les 2 passes D ont été faites, une par Messi et l'autre par Luis Suarez. Messi, les gars, il a failli marquer sur coup franc direct, mais un joueur, on peut le voir là sur la photo en haut à droite de Red Salt Lake, donc il était sur la ligne, un peu comme sur FIFA, vous savez, vous mettez votre joueur, des fois vous le mettez sur la ligne, et il s'est mis là, et c'est lui qui a enlevé en gros le ballon de la tête, sinon Messi aurait certainement marqué un but sur coup franc direct lors de cette rencontre. Et l'Inter Miami met fin à la série de 14 matchs d'invincibilité du Red Salt Lake lors des premiers matchs de l'MLS avec une victoire 2-0. C'est que cette équipe qu'ils ont battue, ça faisait 14 ans d'affilée qu'ils ne perdaient pas le match d'ouverture. Ils ont perdu hier 2-0 contre l'équipe de Miami. On quitte les États-Unis, direction le continent asiatique. On va parler de la Ligue des Champions asiatiques, parce qu'Al Nasser jouait un match contre Al Fayad, donc au match aller, c'était un match de 8e de finale aller Ligue des Champions, là c'était le match retour. Au match aller, il y a eu 1-0 pour Al Nasser, et au match retour 2-0, donc score cumulé 3-0 pour l'équipe de Ronaldo qui se qualifie pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions asiatique. Donc Otavio, portugais, un joueur portugais buteur, et aussi un autre portugais, bien évidemment Cristiano Ronaldo, en fin de rencontre. Donc le match a été à sens unique. Bon, pas énormément de tirs. Al Nasser, c'est 72% de possession de balle, mais seulement 8 tirs dans le match. C'est quand même peu. Et 4 tirs cadrés, mais 2 buts inscrits. Bon, l'équipe de Al Fayad, les gars, c'est une frappe seulement dans le match qui n'a pas été cadrée. Et Ronaldo, j'ai dit buteur avec Al Nasser en Ligue des Champions. Donc félicitations, bien sûr, à CR7, qui enchaîne les buts du côté de son club de Al Nasser. Et cette saison, toute compétition confondue, c'est 28 matchs, 27 buts et 11 passes D. Donc son 876e but en carrière pour Cristiano Ronaldo. Voilà ce qu'il y avait à dire sur les rencontres d'hier. On continue avec une grosse info concernant le Bayern Munich qui annonce le départ de Thomas Tuchel. Donc Thomas Tuchel, on sait, les 3 derniers matchs, ça a été
3 défaites, une contre la Lazio, une contre c'était qui Bochum et une contre le Bayer Leverkusen, et du coup en fin de saison c'est fini pour lui. Donc voilà, c'est fini pour Thomas Tuchel. C'est vrai qu'ils seront libres en fin de saison, Thomas Tuchel, Klopp et Xavi. Donc ces 3 entraîneurs ont annoncé en fin de saison que c'était fini, voilà, enfin qu'ils allaient quitter le club. Donc voilà, il y aura pas mal de mouvements mercato de coach, on peut dire, en fin de saison. Et Pep Guardiola quand même a été le dernier entraîneur du Bayern Munich à entraîner pendant 2 saisons complètes, parce que Thomas Müller, enfin pas Thomas Müller, qu'est-ce que je dis, Thomas Tuchel, désolé, va être, les licencié en fin de saison, on peut dire. Donc c'est vrai qu'à part Pep Guardiola qui a réussi à rester 2 ans entiers, 2 saisons entières, tous ces autres coachs, Nagelsmann, Flick, voilà, tous ces anciens coachs, même Ancelotti, ils ont tous fait moins de 2 ans complets. Donc c'est seulement Pep Guardiola qui a réussi un petit peu à rester en place sur le banc du Bayern Munich. Et Thomas Tuchel, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que j'ai dit, au 30 juin prochain, ça sera fini son contrat. Et du coup, Thomas Tuchel veut reprendre un nouveau club cet été, est très intéressé par le FC Barcelone. Voilà, qui ferait entraîner cette équipe du Barça, et pourquoi pas, parce qu'on sait que du côté du Barça, Xavi lui aussi, le 30 juin prochain, quittera également son club du FC Barcelone. Xabi Alonso, donc la priorité du Bayern pour le poste d'entraîneur cet été, parce que du côté du Bayern, du coup, en fin de saison, il n'y aura plus d'entraîneur vu que Thomas Tuchel va quitter le club, et du coup leur priorité ça reste Xabi Alonso. Bon, après il n'y a pas que le Bayern, parce que bon, il y a le Bayern Munich, mais il y a aussi surtout Liverpool, les gars, qui est intéressé par Xabi Alonso, et l'a fait savoir en faisant une première approche vers l'entraîneur espagnol, lui, qui souhaitait entraîner en Angleterre. Donc les Reds sont prêts à envoyer une offre au Bayer Leverkusen dans les prochaines semaines afin de s'en attacher les services pour la saison prochaine. Donc voilà, Xabi Alonso, vu qu'il fait une saison exceptionnelle du côté de Leverkusen, il a le choix, parce qu'on ne voit pas rester à Leverkusen. On ne pense pas qu'il restera. Et du coup, ça sera soit le Bayern ou soit Liverpool. Je le vois bien entraîner l'équipe de Liverpool la saison prochaine, Xabi Alonso. Et concernant Klopp, Klopp, lui, on le sait, depuis quasiment un mois, il a dit officiellement dans une interview que c'était fini pour lui en fin de saison. Il avait besoin de repos. Et l'agent de Klopp met fin aux rumeurs qu'il envoie au Barça ou encore au Bayern Munich. Son agent, il a dit, il ne coachera aucune équipe ni sélection la saison prochaine. Les plans n'ont pas changé. Il va prendre une année sabbatique, une année de repos, une année de vacances. Il l'avait dit lors de son interview. Donc voilà, parce qu'il y a des rumeurs qu'il allait peut-être prendre le Barça. Non, il va prendre une année tranquille. Donc il n'entraînera personne. Il reviendra lors de l'été 2025, on peut dire. Klopp, donc il a besoin de souffler, on peut comprendre, parce qu'il a quand même entraîné pas mal d'années au très haut niveau. Et liste non exhaustive, voilà, en gros, liste des coachs en gros qui seront libres. Et qu'on le devenir en juin prochain, il y a du lourd, il y a Conte, il y a Zidane, il y a Mourinho, il y a Flick, il y a Blanc, il y a Lampard, Lopetegui, Genesio, Nagelsmann, Garcia, Sampoli, Klopp, Tuchel, Xavi, Gattuso, voilà, tous ces entraîneurs sont libres actuellement ou vont devenir libres là dans quelques mois, comme Xavi ou comme Thomas Tuchel, qui quitteront leur club là en fin de saison. Donc voilà, quand même des sacrés entraîneurs actuellement libres sur le mercato des coachs. On va parler d'un autre coach, Will Steele réaffirme qu'il veut rentrer à la maison en Angleterre, il a dit. Donc c'est juste chez moi, je veux rentrer à la maison, j'ai été à l'étranger toute ma vie, j'ai travaillé toute ma vie dans un environnement qui n'était pas tout à fait le mien et je veux juste rentrer à la maison. Je travaillerai sans problème pour une équipe de Championship, donc deuxième division anglaise. Ce que j'ai maintenant compris, c'est à quel point les gens sont importants, à quel point trouver le bon endroit sera important pour ma carrière. Donc lui, il est belge, mais voilà, son deuxième pays, il a toujours dit, c'est l'Angleterre. Il habitait à l'époque en Angleterre, il dit qu'il veut retourner chez lui en Angleterre très prochainement. Il a entraîné une équipe de deuxième division, il n'y a pas de souci, il n'est pas obligé d'aller prendre vraiment une équipe de première ligue, Will Steele. Et Will Steele, les gars, donc là par rapport à ça, sur son désir de je veux rentrer à la maison. Donc il a dit, comme je l'ai toujours dit, en attendant, je suis à Reims, je suis très heureux de l'être et je n'ai jamais exprimé vouloir partir maintenant. Il veut retourner bien sûr en Angleterre, mais pas à l'instant T, pas là aujourd'hui, on va dire, peut-être dans le futur, peut-être dans 1, 2, 3 ans, voilà. Donc je n'ai pas eu de plan de carrière ou de timing précis, à force de me poser les mêmes questions, vous aurez les mêmes réponses à bon entendeur, merci les médias, voilà, parce qu'il a répondu, il a mis ça sur son réseau Instagram, en story, Will Steele. Et Will Steele l'a dit, pour faire les cours, je sais que les magasins ferment à 20h30, donc j'y vais à 20h10, à 20 minutes avant que ça ferme. Pourquoi? Comme ça, les gens n'ont pas le temps de me demander des photos, vu qu'ils sont aussi dans le rush, aussi de finir vite leurs courses. Donc voilà, en gros c'est sa méthode pour faire les courses, en gros pour qu'il évite de faire plein de photos et qu'il perd du temps, c'est qu'il vient juste avant que ça se finisse, on peut dire, les horaires des courses. Et Will Steele a déclaré, donc pareil, il y a un site, soit vous gagnez un peu d'argent et vendez des joueurs, restez un club stable de Ligue 1, ou on termine entre 8e et 12e, soit vous décidez d'aller vraiment plus loin, gardez vos meilleurs joueurs, faites ça pendant 1 ou 2 ans, obtenez, participez aux compétitions européennes et gagnez votre argent, le club se retrouve à un carrefour stratégique.
Alors voilà ce que pense tout simplement le style, des fois de garder ses meilleurs joueurs, même si des fois tes meilleurs joueurs tu peux les vendre très cher, mais peut-être vaut mieux des fois les garder. Tu te qualifies dans une compétition européenne qui te rapporte l'argent que tu aurais pu obtenir bien sûr en vendant bien sûr ces joueurs importants. Voilà, ce qu'a pu dire Will Steele. On va parler maintenant de Kylian Mbappé. On sait que Mbappé, on en parle beaucoup là ces derniers temps. Donc Mbappé a repris aujourd'hui, aujourd'hui jeudi, l'entraînement, mais là ces derniers jours il était en mode repos, en jour off, donc il est à Barcelone. Voilà, Mbappé profite de son jour off à Barcelone. Donc voilà, quelques photos de Kylian, hein, donc peut-être pour signer un contrat, bon, peut-être pas au Barça, mais peut-être à Madrid avec des représentants du Real, on sait pas. Donc il y avait avec lui Arnaud Tenas, un gardien du PSG, et aussi Achraf Hakimi, son grand ami. Donc voilà des nouvelles de Kylian Mbappé. Selon El Chiringuito TV, une émission espagnole, hein, Mbappé aurait annoncé son départ à ses coéquipiers en espagnol. Hein. Certains n'auraient pas applaudi parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Ah, voilà, l'heure de l'entraînement, il aurait dit ça en espagnol. Bon, c'est El Chiringuito TV qui a dit ça, c'est lui. Hein. Donc je sais pas si c'est vrai, mais on peut voir voilà qu'il aura annoncé son départ en espagnol. Voilà, donc voilà. Concernant Kylian, hein, et une communication formelle du PSG de Kylian Mbappé aura lieu dès l'instant où il signera son contrat avec le Real Madrid, parce que là vraiment on est dans la phase finale bien sûr. Hein. Le joueur recevra des primes et touchera un salaire fixe à hauteur de ceux de Jude Bellingham et Vini Junior, donc on parle d'une prime à plus de 100 millions d'euros. Et niveau salaire, hein, ça devrait être à peu près le même salaire que Bellingham et Vini Junior. Il toucherait bien moins de ce qu'il touchait du côté bien sûr du PSG. Et l'accord entre Mbappé et le Real Madrid a été conclu au tout début du mois de janvier lors d'une réunion qui s'est tenue entre les deux parties. Donc dans la foulée, pour tenter de se rassurer, Nasser aurait fait démentir l'accord par la presse. Hein. Kylian aurait ensuite sollicité un autre rendez-vous avec Nasser que ce dernier a repoussé. Et du coup, ce n'est finalement que le 13 février, donc là, quelques jours, hein, donc il y a 9 jours exactement, que Kylian Mbappé lui a annoncé son intention de partir lors d'un entretien. Voilà, donc ça a été mardi, hein, si on se souvient, c'était la veille du match. Le 14, c'était le match contre la Real Sociedad, et la veille, il lui a dit, à l'entraînement, il avait dit à Nasser en gros qui souhaitait quitter le PSG. Donc voilà, c'est bien le 13 février hein, que Mbappé a annoncé au PSG, enfin à Nasser qui quittait le club, puis il a annoncé, bah tiens, il y a une semaine jour pour jour, le jeudi, à l'entraînement, le lendemain bien sûr du match contre la Real Sociedad. Et les Jeux Olympiques, un autre enjeu de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real, un attaquant français rêve de jouer les JO chez lui, et son arrivée libre dans son futur club pourra lui permettre d'y croire, parce que pour l'instant c'est pas encore fait au Real, hein, c'est pas encore officiellement fait, mais il essaye aussi de mettre une petite clause, j'en sais rien, voilà, qu'il doit jouer, enfin qu'il aimerait jouer tout simplement les JO, que le Real Madrid accepte qu'il joue ces Jeux Olympiques. N'oubliez pas que les JO, hein, ça sera quasiment au mois d'août, voilà, juillet-août, et en gros le Real Madrid aura déjà repris l'entraînement, donc en gros il pourra pas faire la reprise avec le Real Madrid à l'entraînement, il sera bien sûr avec l'équipe de France si l'équipe de France, enfin si bien sûr le Real accepte hein, qu'il a joué ses JO avec les Bleus. Et toujours tiens avec Kylian Mbappé, on revient 7 ans jour pour jour en arrière. Il avait 18 ans, il marquait son tout premier but en Ligue des Champions, c'est avec Monaco. Maintenant il a 44 buts dans cette Ligue des Champions. N'oublie pas qu'il est plus qu'à 4 buts de rentrer dans le top 10, hein, un 48 buts, on sait c'était Tchétchenko, tout à l'heure j'ai montré le top 10 des meilleurs buteurs. On va parler de Donnarumma, traverse l'une de ses meilleures périodes sous le maillot du PSG avec 83% pour arrondir. Hein. Contre 76% la saison dernière, l'Italien possède le plus haut pourcentage d'arrêts réalisés en Liga. Son taux de clean sheet est passé de 34% la saison dernière à 42% cette saison. Il a également progressé dans son jeu au pied avec 44% de dégagement réussi contre 36% la saison dernière. Il semble enfin apporter de la sérénité à son équipe. C'est vrai que voilà, niveau stats les gars, ça ment pas. Hein. Les statistiques, pourcentage, tout ça, c'est bien meilleur là cette saison que la saison dernière pour le gardien Donnarumma. La FIFA vient d'autoriser la sonorisation des arbitres en France pour expliquer les décisions de la VAR lors des actions les plus litigieuses, mais à titre expérimental. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant on va entendre, enfin si ça on pourrait entendre ça très prochainement, ce que se dit les arbitres avec la VAR. Donc les premiers tests devraient avoir lieu lors des playoffs de la D1 Arkema, donc la première division féminine. Et pour la Ligue 1, hein, vraiment, est-ce que ça va venir dans le championnat français homme, hein, il faudra être un peu plus patient, hein, donc ça pourrait intervenir la saison prochaine, voilà, pas sur cette saison. Donc voilà, il faudra être, pour ne pas bousculer l'exercice de la Ligue 1 cette saison. Donc là, ce serait plutôt la saison prochaine qu'on pourra entendre enfin ce que se dit les arbitres avec l'assistance vidéo. Et Fred Gulbert, un défenseur de Strasbourg, réagit sur Twitter à la future sonorisation des arbitres en France. Il a dit c'est une excellente nouvelle, hein. Non seulement elle profitera aux joueurs professionnels et aux arbitres en améliorant la communication, mais elle facilitera également la compréhension des faits de jeu pour les supporters, une super avancée pour tous les acteurs du football si ça venait à être fait, hein, parce que pour l'instant il y a des tests, hein, c'est pas encore sûr, mais voilà, si les tests sont concluants
avec les filles, on pourrait voir ça très prochainement en Ligue 1. On va parler de Clermont. Donc le Clermont Foot 63 a reçu un chèque de 50 000 € de la part de la Fédération ivoirienne de football pour avoir libéré Emers Faé en 2022 sous plusieurs conditions toutes complétées. Donc 25 000 €. Clermont allait recevoir si il allait devenir sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Maintenant c'est officiel, sélectionneur de la Côte d'Ivoire, on l'a appris là il y a 2-3 jours, parce qu'avant il était seulement intérim, il n'était pas le vrai sélectionneur, donc on a 25 000 € et 25 000 € débloqués pour avoir gagné la CAN. Donc du coup, Clermont, les gars, qui avaient mis 2 clauses plutôt malin on peut dire, et voilà, du coup ils vont recevoir 50 000 €. Donc, et aussi il y aura un match, une organisation d'un match amical de la Côte d'Ivoire à Clermont, normalement qui devrait être fait là très prochainement. Et tiens, en parlant de la Côte d'Ivoire qui vient de gagner la CAN, donc 2 matchs pour eux, tiens, leurs 2 prochaines rencontres, ce sera 2 matchs amicaux contre le Bénin et contre l'Uruguay. Voilà, donc 2 rencontres pour eux. Et concernant le match contre l'Uruguay, ça pourrait se jouer à Paris, même au Parc des Princes. La Côte d'Ivoire pourrait jouer son match face à l'Uruguay au Parc des Princes. Bon, c'est pas encore officiel, mais voilà, ça pourrait se jouer dans ce stade-là. Et on va envoyer beaucoup de force, les gars, à Christian Kouamé. Pourquoi? Parce que franchement, sacré champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire. Donc Kouamé a contracté la malaria, donc une maladie. Donc le joueur de la Fiorentina a reçu des soins et fera l'objet de nouveaux examens dans les prochains jours. On lui souhaite un bon rétablissement. Donc il a des vertiges, tout ça, des nausées, il vomit. Donc voilà, il est malade. Donc c'est pour ça qu'on lui envoie beaucoup de force, bien sûr, au champion d'Afrique en titre. On continue avec une autre rencontre du côté du continent africain, amical, organisé, enfin qui va être prévu là. Donc le Mali contre la Mauritanie, c'est prévu le 22 mars prochain à Marrakech et c'est officiel. Et des autres rencontres, il y aura un Algérie-Afrique du Sud, la Tunisie, Croatie, Égypte, Nouvelle-Zélande aussi au programme lors du mois de mars. N'oubliez pas qu'il y a dans à peu près 4 semaines, les gars, c'est la trêve internationale, la première pour cette année 2024. Et toujours sur le continent africain, on peut voir le classement FIFA qui a été mis à jour dernièrement. Donc le Maroc, toujours l'équipe africaine la mieux classée au classement FIFA, à la 12e position, le Sénégal 17e, Nigeria 28e et la Côte d'Ivoire a gagné plus de 10 places, avec en plus la CAN remportée, 39e meilleure équipe au monde. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec une grosse info concernant l'Arabie Saoudite qui s'intéresse à un club de Ligue 1, à en croire les informations de Jérôme Roten sur RMC. Donc Roten, il a dit, donc Monaco, le club est en vente, il y a du lourd qui va arriver derrière, et de sources sûres, il y a un rapprochement entre les Saoudiens et le prince Albert. Donc pour l'instant, ils sont plus intéressés par Monaco que par l'OM, parce que Marseille aussi, on entendait des rumeurs qui pourrait être acheté par un fonds saoudien, mais d'après Roten et d'après ses sources, je sais pas trop c'est quoi les sources qu'il a, il dit en gros ce serait plutôt Monaco. C'est vrai que Monaco, tiens, je sais plus, il y a 3 semaines, je vous ai montré une que Monaco est à vendre. Voilà, Monaco cherche un nouveau propriétaire. Le propriétaire russe veut vendre Monaco et des fonds saoudiens pour acheter Monaco. Et bien sûr, Monaco pourrait changer de dimension totale, bien sûr, en étant acheté. On verra. Et voilà, d'après Roten, ce serait plutôt Monaco que Marseille qui devrait se faire acheter très prochainement. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Bien sûr, demain on parlera de toutes les rencontres là ce soir. Il y a beaucoup de choses à dire. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.